Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de JMTV+, bonjour. Nous sommes dans un parc parisien appelé le parc des Buttes de Chaumont. Pour moi, le plus beau parc de Paris. Nous allons rencontrer des personnes vraiment spéciales qui ont monté un collectif de plusieurs associations et qui se battent depuis plusieurs années pour des causes qui, pour certains, sont des causes perdues, mais pour eux, des optimistes, ils sont certains d'arriver à leur fin et améliorer la France, tout comme le monde entier. Je vous la laisse. Chers téléspectateurs, chers Africains, chers Européens, si je peux dire, ou chers peuples du monde. Donc effectivement, nous nous battons pas pour des causes perdues, mais pour des causes qui en valent la peine, des causes nobles, c'est-à-dire qu'une humanité revienne dans notre monde où nous sommes nés tous avec un taux d'amour exagéré, et maintenant on se retrouve dans un monde où le taux d'amour est devenu un pourcentage très réduit. Donc j'en appelle à tous ceux qui sont concernés par ce qui se passe dans ce si beau pays d'Afrique, tous ceux qui sont concernés par l'humanité, de venir massivement se manifester le samedi 8 avril 2017 contre Bolloré. Bolloré est une des multinationales parmi d'autres qui aujourd'hui font que le monde devient ce qu'il est aujourd'hui. Un monde où la solidarité n'existe plus, où la fraternité n'est même plus à penser, même si vous êtes issus du même père ou de la même mère, où la communauté est devenue complètement démiettée. Alors j'en appelle à tous ces gens-là, à ceux qui veulent que l'humanité revienne au sein de ce monde, de venir massivement le samedi 8 avril, je répète une fois de plus, nation, république, à partir de 14 h. Soyez ensemble pour retrouver notre humanité contre Bolloré, contre les multinationales, Areva, Total, Vinci, Samsung, Nokia, Apple, Microsoft, Elf et j'en passe. Vous connaissez toutes ces multinationales qui sont en réalité les capitalismes ici en France, mais en Afrique là-bas sont les assassins qui tuent la population. Merci à vous. François Alexis, s'il vous plaît. François, vous êtes l'auteur, à ce que j'ai entendu, de cette Afrique steak. Pourquoi cette image ? Du coup, en fait, je suis pas le créatif réel. Enfin, j'ai demandé la participation d'un réel graphiste. Et en gros, cette image, en fait, elle est partie on va dire, d'une ancienne campagne de communication qu'il avait réalisée avant. Et en gros, l'idée, c'était d'avoir justement cet univers un peu chic avec la table on va dire de personnes assez riches, mais tout en étant sobre et très froid. On voulait qu'il n'y ait pas du tout montrer qu'il n'y a pas du tout de chaleur, qu'il n'y a pas du tout d'humanité dans leur réunion, et que du coup ils ont au centre de la table l'Afrique à se partager, à dévorer comme des lions. Et c'est ce qu'on a voulu montrer en fait. Et l'idée c'était vraiment de porter un coup à toutes les multinationales qui créent de la déshumanisation sur toute la planète pour créer de l'argent. Et on voulait aussi du coup par là montrer que même les Français sont on va dire en lutte contre ces personnages-là, comme Vincent Bolloré, qui donne une très mauvaise image de la France dans le monde, et on n'a pas envie de se reconnaître nous Français dans ces actions. La question est collégiale. Pourquoi vous attaquez vos multinationales en Afrique, celles qui sont en Afrique? Pourquoi? La question est collégiale. On ne s'attaque pas en tant que tel aux multinationales, hein. Il faut être clair là-dessus. On est dans une globalisation dans laquelle on ne va pas cibler les multinationales. Celles qu'on cible ce sont des traitements inhumains, les conditions de travail inhumaines qu'adoptent des multinationales, au-delà même de leur politique dite sociale et environnementale dans les textes. Parce que ce qui se passe en Afrique, souvent, nous sommes dans un parc ici, vous pouvez interroger la plupart des passants, ils ne savent pas ce que Bolloré fait en Afrique. Par contre, qui connaissent Bolloré comme Autolib à Paris et toutes ces Canal Plus ou iTélé quand c'était encore iTélé. Mais on aimerait sensibiliser sur l'autre facette, la facette noire, si je peux faire un jeu de mots, du groupe Bolloré. Parce que là, pour la première fois, ils verront comment un groupe multinational, comme on le présente, fait une grande partie de son chiffre, si je peux parler, dans des pays soi-disant pauvres, mais qui tirent là et de la manière la plus inhumaine
et la plus inacceptable qui soit. Nous sommes des alters, pour certains des alters mondialistes, certains sont progressistes, simplement. Disons, nous sommes des internationalistes. Donc nous ne pouvons pas nous priver de l'apport des investissements directs en Afrique. Et ce que nous disons, c'est que ça se fasse dans des conditions de transparence et de concurrence réelle, ce qui n'est pas le cas pour Bolloré, qui contrôle des secteurs entiers, des secteurs stratégiques dans les pays africains. Et comme nous a dit Blandine tout à l'heure, au Congo, ce qui est exécrable, c'est que derrière, il y a des crimes humains, des crimes contre l'humanité, si je peux m'avancer. Et c'est ça que nous dénonçons. Pourquoi ces crimes-là? La pression collégiale. Alors, ces crimes, tout simplement, parce que au niveau, par exemple, de la République démocratique du Congo et dans d'autres pays africains aussi, Bolloré n'a pas de licence pour venir exploiter les minerais au Congo. Il ne demande pas l'autorisation, il se fie pas, oui, il n'a pas d'autorisation, puisque pour qu'il ait une autorisation, il faut déjà que l'État congolais lui-même soit autorisé à être à la tête du pays. Et ce n'est pas le cas. Donc, pourquoi nous dénonçons aussi les multinationales? C'est parce que ces multinationales, pour justement faire un chiffre d'affaires excellent et très enrichissant qu'ils ont aujourd'hui, ils se permettent de mettre en place des pantins dans nos pays africains pour qu'effectivement il n'ait aucune autorisation au préalable pour aller explorer nos sous-sols en Afrique. Et en plus de cela, ils ne respectent effectivement aucune condition de travail puisqu'ils n'ont aucun État au-dessus d'eux pour leur forcer à le faire. Et de plus, même en tant qu'humains, ils ne font même pas la part des choses entre prendre un enfant de 3 ans, 4 ans, l'envoyer sous des mines qui sont des mines de fortune où ils peuvent être ensevelis, étouffés à l'intérieur, ou encore des enfants qui prendraient du coltan et qui le réchaufferaient pour pouvoir le donner au premier transporteur en sachant que ce minerai-là est irradiant. Donc même sans, au-delà des termes, des lois, des textes de règlement, l'humanité n'y est même pas dans leur procédé. Et c'est ça que nous dénonçons aujourd'hui. À Bolloré de favoriser l'éternisation des dictatures dans certains pays d'Afrique francophone. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que vous combattez aussi cela dans ce que vous faites? Évidemment, c'est ce que nous dénonçons. Nos collègues de la République, par exemple, de la République du Congo ne sont pas là, par exemple. C'est ce que nous dénonçons, c'est-à-dire le lien étroit, je dirais, incestueux entre Bolloré, que nous avons, nous caricaturons, même pas caricaturé, nous dénonçons en disant, il est le symbole même de ce que nous appelons la Nouvelle France-Afrique. La Nouvelle France-Afrique, c'est plus simplement un État, des rapports d'État à État. C'est qu'on se rend compte qu'un grand industriel comme celui-là est devenu aujourd'hui l'interlocuteur, le principal interlocuteur des dictateurs, je dirais, pour faire simple, de l'Afrique centrale. L'Afrique, le bastion de l'obscurantisme en Afrique, qui reste de l'obscurantisme en Afrique. Donc, et ces liens-là font que, quel que soit les protestations que peuvent faire des peuples, comme ce qui est arrivé lors de du tripatouillage de la Constitution par Denis Sassou Nguesso, par exemple, au Congo-Brazzaville. Derrière ça, les États, la France, la diplomatie française s'est abstenue de critiquer ce processus de tripatouillage constitutionnel, et nous pensons que s'ils se sont abstenus, c'est parce qu'ils se sont dit que derrière ça, il y a des enjeux économiques qui priment sur l'aspiration à un peuple, à l'alternance et à des élections transparentes, et derrière, qui sont derrière ça? Ce sont des gens comme Vincent Bolloré, pour le nommer, lui, il y a forcément d'autres. Mais Vincent Bolloré a tellement une place aujourd'hui dans des pays comme le Congo-Brazzaville, le Cameroun par exemple, que nous ne pouvons pas croire un seul moment que quand il acquiert des secteurs stratégiques comme le rail, comme tout ce qui est maritime, le port, dans des États aussi centralisés, ça veut dire que ça découle directement des présidents et des autocrates locaux, parce que les processus concurrentiels lorsqu'on lance des marchés n'existent presque pas. Il est en situation monopolistique, et ça veut dire qu'il est en accointance directe avec des chefs d'État, et il y a un retour il y a forcément il leur rend service, parce qu'on constate qu'en Paris par exemple, c'est lui qui leur sert souvent c'est Havas qui couvre ces personnes lorsqu'ils veulent se faire connaître par la France ou dans les médias, c'est toujours par l'agence Havas. Il n'y a pas longtemps, un ancien conseiller technique de Marx Gallo, Bernard Braga, pour le citer, ancien maire de Cour-Couronne, qui a installé Emmanuel Valls à Évry, me disait il y a quelques mois qu'aujourd'hui,
les multinationales connaissent mieux l'Afrique que les hommes politiques français et qu'aujourd'hui, les multinationales ont pris le pas sur les politiques français qui les subissent également. Est-ce que vous confirmez Oui, on le confirme. C'est aussi l'impression qu'on a, c'est-à-dire que depuis les deux derniers quinquennats, on a eu effectivement un changement générationnel, notamment les deux locataires de l'Élysée, Nicolas Sarkozy et François Hollande, n'étaient pas imprégnés des questions africaines. Et en arrivant à l'Élysée, ils n'étaient pas imprégnés des questions africaines. Et même les réseaux, comme on disait, les réseaux France-africains. Et petit à petit, les réseaux ont réussi à prendre le dessus sur eux, sur leur naïveté, si je peux dire, et en se présentant comme les défenseurs des intérêts français en Afrique. C'est comme ça que ça passe. Et donc, Bolloré se présente comme le défenseur des intérêts français en Afrique. Quand vous parlez aux conseillers à l'Élysée, ils vont vous dire, si nous avons soutenu le dossier Bolloré, par exemple pour le port en eau profonde de Kribi, où il n'était pas parmi les premiers soumissionnaires, c'est parce qu'il représente les intérêts de la France. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que la Chine s'empare de ces marchés? C'est ce qu'on nous dit. Alors que tout ce que nous disons, c'est que nous n'avons pas après la personne de Bolloré. Tout ce que nous ne voulons pas, c'est qu'un seul individu contrôle tous les secteurs stratégiques d'un pays. Et c'est le système qu'on combat. Et c'est ce qu'on veut dire. Nous aimerions qu'en Afrique, il y ait tous les investisseurs, des investissements directs qu'on veut. Et même dans un pays comme le Cameroun, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une classe, il y a des opérateurs économiques camerounais qui aimeraient aussi entrer en concurrence avec Bolloré sur un certain nombre de secteurs. Mais ils ne peuvent pas. À partir du moment où c'est décrété du président de la République, il n'y a rien qui peut se passer. Avec l'aval de l'Élysée, pour ce cas-là, par exemple, sur le port en eau profonde de Kribi. Dis-moi un peu plus. L'aval de l'Élysée sur le port en eau profonde de Kribi. Sur le port en eau profonde de Kribi, il s'est passé après la Constitution, parce que ça se passe toujours aussi simple. Et, après la Constitution, vous savez que le port en eau profonde de Kribi, qui va d'ailleurs être prolongé depuis, a été conçu par des Chinois. Au moment où il y a eu les premiers soumissionnaires pour la concession, le groupe Bolloré n'était pas retenu. Et ce n'est qu'à la suite du voyage de François Hollande, le voyage est clair, où nous, comme société civile, nous pensions qu'il était simplement allé pour s'enquérir de la situation de Lydia Youm, dont nous soutenions En fait, il y avait le dossier Bolloré. Et c'est là que s'est joué l'acquisition de la concession, le passage de la concession en eau profonde de Kribi à Bolloré. Ce sont des choses dont on ne se cache même plus, parce que vous aviez un conseiller de l'Élysée qui jouait d'homme de paille, qui était en fait, qui est proche de Vincent Bolloré, qui vient de démissionner pour rejoindre En Marche, qui ne se cache pas d'avoir été l'homme qui représentait les intérêts de Vincent Bolloré à l'Élysée sous François Hollande. Donc ils ne se cachent plus. Ils ne se sont pas cachés. Au nom... Ce François Hollande, lors de sa campagne, disait « Je suis l'homme qui va... » mettre fin au système France-Afrique. Exactement, vous avez là les raisons, on nous dirait de la réelle politique. Pour nous, ce n'est pas de la réelle politique, parce que là, je parle à titre personnel, nous sommes de quelques-uns qui ont soutenu François Hollande au-delà même du visible. Nous avons été dans le comité de campagne de François Hollande. Beaucoup de gens ne le savent pas, on l'a soutenu sur des questions comme celle-là, parce qu'il nous avait promis qu'il y aurait de la transparence, on changera le mode, les modes d'action, mais on n'en est plus là. C'est pourquoi on est passé complètement sur le volet société civile. Parce qu'on se dit, il y a là non seulement de la sensibilisation, c'est le seul moyen d'influer sur les agissements et le comportement des prédateurs comme Vincent Bolloré. Sinon, si nous attendions que les politiques le fassent à notre place, nous n'y arriverons jamais. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est qu'il y a une réelle concomitance entre les milliardaires type Bolloré, Lagardère et compagnie, les élus qui sont un peu les garants gouvernementaux de ces personnes-là, et on va dire les dictateurs ou présidents africains qui eux sont leurs garants sur place. Et au final, cette triangulaire entre les milliardaires, les élus et les dictateurs crée un réel déséquilibre en Afrique, crée finalement aussi
non-comparabilité du peuple africain à s'émanciper. Par exemple, moi je serais pour qu'on dézingue complètement le franc CFA, qui est une aberration aujourd'hui de voir que c'est un pays comme la France qui imprime la monnaie d'un continent entier et qui le revend chaque année, quoi. Est-ce que vous savez que l'Allemagne, un journal allemand reproche à la France depuis quelques mois de vivre sur le dos des Africains et de percevoir plus de 400 milliards par an? C'est ça. C'est ça. Mais c'est le franc CFA. Vous êtes français. Vous souhaiteriez qu'on désingue ce franc CFA. Est-ce que vous savez que cela produirait un grand déséquilibre dans les conditions de l'économie française? J'en ai absolument rien à faire. Je veux dire, je suis pas chauvin du pays France. Je suis pas non plus, on va dire, comme beaucoup d'hommes d'affaires français qui visent à préserver les intérêts des Français et de l'économie française. Je pense que on a beaucoup plus ici que les Africains ont chez eux. Hier, on avait sur la place quelqu'un qui nous disait que le lait et le miel est ici et pas là-bas. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émigration en France. Et je pense que si on arrêtait d'avoir cette interdépendance entre l'Afrique et la France, on rendrait à une population le pouvoir de s'exprimer, le pouvoir de créer, et je pense que l'Afrique en tant que continent et en tant que peuple entier a beaucoup apporté au monde. Toi, tu es le griot. Donc voilà, donc je suis musicien, je fais du reggae, c'est toute ma vie le reggae dub, et voilà, j'ai envie de rendre au peuple africain, à l'Afrique d'où on vient, voilà, j'ai envie de rendre ce qu'il m'a donné, c'est-à-dire l'envie de vivre, l'envie de partager, voilà. Et donc, je sais pas, il suffit de taxer à 0,01, je crois, les trucs boursiers pour pouvoir avoir ces 400 milliards, soi-disant, que l'Afrique, qu'on prend à l'Afrique, hein, je sais pas. Donc moi, je suis complètement pour l'arrêt du franc CFA, évidemment. Je suis contre, la France-Afrique depuis très longtemps. J'aime beaucoup Tiken Jah Fakoly, et donc j'essaye de suivre un peu ce qu'il fait. Hein. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, mais il est bien temps, comme lui, de combattre, de se réunir, de faire en sorte d'être vraiment solidaire et surtout d'être juste. Et donc, je sais pas, l'Europe, le blanc a quand même pillé l'Afrique. On a quand même fait un peu n'importe quoi. Donc pour moi, c'est évident de rendre ce que mes ancêtres ont pris, ou au moins de pas prendre plus et d'accueillir, voilà, de libérer l'Afrique. C'est pour ça que j'ai le t-shirt de Africa. Et aussi, je suis citoyen du monde, donc je suis chinois, je suis français, je suis allemand, voilà, je suis humain. Comment s'appelle votre collectif? Convergence Action Bolloré. Convergence Action Bolloré, la CAB. On peut dire que c'est un groupement de plusieurs associations. Pouvez-vous nous en présenter quelques-unes? Donc, c'est la première fois qu'on a une convergence entre les organisations de la société civile française et africaine ou d'origine africaine. Donc, moi, je représente l'OCLDP, qui est le Comité de libération des prisonniers politiques. Donc, moi, je représente donc le RCK, les résistants combattants du Congo, qui est un mouvement de pression à caractère politique de la République démocratique du Congo. Et je représente également la souveraineté panafricaine, qui est un regroupement, donc un collectif qui regroupe plusieurs pays africains sur la problématique justement de la dictature en Afrique, de la France-Afrique, du franc CFA et de tout ce que le monde occidental a amené de mauvais en Afrique, et surtout pour la souveraineté et l'émancipation du peuple africain. Nous, on est juste des humains qui vivent depuis un an sur la place de la République pour lutter contre ce système dans sa globalité. On représente pas un collectif, on est juste des participants en tout cas moi je suis juste un participant de Nuit debout, qui vit en France depuis un an, et du coup dans cette dynamique là, je me dis que il est important, si on veut changer complètement le système, de s'attaquer aussi à cette patte malade qui est les milliardaires et leurs agissements en Afrique. Les élections présidentielles, c'est en France, c'est dans quelques jours. Oui. Qui est le candidat, lequel des candidats vous a écouté jusqu'ici? Aucun. Pour le moment, on leur a envoyé une lettre ouverte et on attend encore des réponses pour être tout à fait.
Voulez-vous dire que Jean-Luc Mélenchon ne vous a pas répondu, Marine Le Pen vous a... Voilà, aucun n'a pour le moment répondu. Donc on ne peut pas vous raconter des salades. Aucun n'a pour le moment répondu. On ne pourrait pas donner un candidat, comme l'a dit tout à l'heure Joël. On a soutenu François Hollande. J'ai été aussi parmi les organisatrices du MAF pour tout justement accueillir François Hollande lors de sa tournée au Palais des Congrès. On a effectivement soutenu François Hollande parce qu'effectivement, pendant sa campagne présidentielle, il a émis beaucoup de souhaits, beaucoup de bonnes choses pour le peuple africain, beaucoup de mots attendrissants. Et aujourd'hui, on n'attendrait pas moins des candidats actuels de la présidence, mais seulement nous voulons que cet engagement, on va dire, de campagne aille au-delà de justement de cet engagement, parce qu'on voit qu'une fois que François Hollande a pris poste en tant que président de la France, il n'a pas tenu compte de toutes ces promesses qu'il nous a fait avant élection. Alors est-ce que les candidats, même s'ils nous répondaient aujourd'hui, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit François Fillon, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit Benoît Hamon, s'ils nous répondaient aujourd'hui, que ce soit Jean Poutou, s'ils nous répondaient aujourd'hui, est-ce qu'ils nous diraient la vérité? Est-ce que les paroles qu'ils diraient se concrétiseront une fois qu'ils seront au pouvoir? Nous voulons des actes, des paroles et des actes concrets une fois qu'ils prendront leur poste, puisqu'effectivement nous représentons la communauté africaine, du moins un bon pourcentage de cette voix électorale du peuple français. Donc il faut qu'on tienne compte de notre voix et on ne la donnera pas gratuitement cette fois-ci. Voilà. C'est une question que vous auriez aimé que je pose et que je n'ai pas tilté dessus, car lors de cette plateau. Moi, je suis plutôt apolitique, plutôt pour l'anarchie, c'est-à-dire sans pouvoir suprême, mais je suis surtout contre l'hypocratie, la fausse démocratie, l'hypocrisie. J'en peux plus. J'aimerais un système, si ce n'est égalitaire, au moins équitable. Voilà, j'aimerais qu'il y ait plus de néo-esclavagisme, de néocolonialisme, et puis qu'on partage tous, puisque la solution à la crise mondiale, soi-disant la crise, qui est créée par ceux qui et après ils disent que c'est de notre faute, bon bref, qu'on bosse pas ou je sais pas, j'en sais rien, mais voilà, moi je suis pour le partage, tout simplement, donc le partage dans la vie de tous les jours, le partage de l'énergie, du temps, de l'argent, et puis donc l'argent, c'est 97% de faux argent pour la spéculation, donc de toute manière l'euro, le dollar, le pétrodollar, tout ça, pour moi il faut l'abandonner. Donc voilà, il y en a qui essaient de faire par exemple des dinars or pour l'Afrique, ça aurait été bien, mais bon, ils ont été dégommés, c'était Kadhafi. Donc voilà, moi je suis pour un monde juste, voilà, la justice, un monde libre. Donc, juste pour rajouter avant qu'on termine, il y a d'autres organisations de la convergence qui n'ont pas pu être là, notamment la SNJ-CGT, l'organisation des journalistes. Il y a la PIC des Congolais, il y a des Gabonais qui sont avec nous, il y a d'autres qui n'ont pas signé mais qui sont là aussi souvent, c'est l'OREAC, Survie. Donc vous avez toute une série d'organisations qui n'ont pas pu être là, et je terminerai aussi en disant, on est quand même dans un pays qui est assez singulier, c'est qu'on a une opinion publique française qui est sensibilisée sur ces questions, qui est même touchée par ces questions, mais jamais on a fait le pas qu'on a, l'effort qu'on a fait nous de créer une convergence pour créer le rapport de force qui est un rapport de force démocratique, de dire que à partir du moment où le peuple français est sensibilisé sur ces questions, il n'est plus hors de question que les politiques s'asseyent dessus ou bloquent complètement avec la complicité là de groupes de pression ou de groupes d'intérêt individuels, particuliers ou de multinationales. Il faut à un moment que nous, Africains, Français, citoyens du monde, nous prenions les choses en main et accompagnions un mouvement qui est un mouvement planétaire, qui est un mouvement où les citoyens disent désormais nous voulons prendre nos destins en main. Il est hors de question que quelques groupes de pression s'attribuent et prennent en main tout ce que s'auto-attribuent notre destin et disent que ce sont eux qui pensent le mieux de ce que vont faire nos enfants et nos petits-enfants. C'est vraiment la démarche dans laquelle on est. Du coup, que dire à tout ça? J'aurais juste envie de rajouter que je pense qu'il faut vraiment rien attendre des élus. Que ce soit président, député ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a vraiment une sensibilisation qui est forte à réaliser, comme vient de le dire mon camarade, pour qu'il y ait une vraie alliance entre le peuple français et les peuples d'Afrique, pour que ce soit les peuples qui disent non, les peuples qui se soulèvent, les peuples qui finalement mettent en place une autre solution. Et parce que tant que la gronde du peuple ne se fera pas sentir sur ces problématiques-là, les choses ne bougeront pas. Et en plus de ça, j'aimerais aussi
arriver à une proposition, je ne sais pas encore dans laquelle mesure c'est possible, mais pour lutter contre le franc CFA, j'aimerais proposer à chaque pays d'Afrique de créer sa propre monnaie libre et virtuelle. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse. Stop Bolloré.